Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le secteur du logiciel. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence avec cette analyse sectorielle de l'industrie du logiciel. Donc, comme d'habitude, dans un premier temps, je vous donne quelques enjeux clés tirés de mes lectures des dernières publications de certains acteurs que j'ai sélectionnés. Ensuite, je vous présenterai une comparaison via diverses métriques des différents acteurs. Et je donnerai ma conclusion, donc restez bien jusqu'à la fin, je vous dirai quel est mon acteur préféré dans cette sélection. On commence tout de suite avec l'analyse sectorielle de l'industrie du logiciel. Premier point, dans le logiciel, on a le phénomène du winner takes all. Ça, c'est-à-dire, les courbes d'expérience sont tellement pentues qu'il faut que ça va très très vite, et donc celui qui croît le plus vite, très rapidement, prend tout le marché. Donc le but dans le logiciel, c'est de croître à toute vitesse, et ça, c'est grâce en fait au gain de productivité énorme que l'on obtient en produisant du logiciel, puisque le coût marginal de la production, de la vente d'un logiciel est nul. Donc on peut très très vite capturer des parts de marché. Donc ça, c'est important à garder en tête. Dès qu'on a une masse critique, c'est impossible de rattraper le leader du marché. Ça, c'est une règle générale. C'est pas quelque chose qui apparaît dans les transcripts que j'ai lus, mais c'est pour vous donner le cadre de l'analyse de ce secteur. Alors, sur les dernières publications, on est sur une forte croissance pour le logiciel. En effet, on a toujours le cloud qui tire fortement la croissance. Donc, le cloud, on rappelle, c'est le logiciel, ce qu'on appelle software as a service. C'est un logiciel auquel on peut accéder via son navigateur. Pas besoin d'installer un client lourd dans les locaux de l'entreprise, sur les serveurs d'entreprise. Là, on va pouvoir se connecter via Internet et accéder à son logiciel. Et donc, le cloud permet ceci en hébergeant en fait le logiciel dans des data centers qui sont accessibles par le client. On a également l'intégration de l'intelligence artificielle dans les solutions, donc que ce soit les large language models ou les agents qui vont effectuer des tâches en autonomie. C'est un phénomène qui est de plus en plus important. Les fonctionnalités doivent maintenant inclure des cas d'usage d'IA plus ou moins complexes. Bon, le plus simple qu'on peut avoir, c'est un bot qui répond à des questions sur le logiciel directement dans l'interface, par exemple. Mais on peut avoir des cas d'usage plus complets que cela et plus sophistiqués. On a toujours de la demande pour la transformation digitale des entreprises, c'est-à-dire des clients qui demandent à ce qu'on digitalise leur processus métier, qu'on réalise sur mesure la réalisation de fonctionnalités dans le logiciel pour répondre à des besoins, des process préexistants. Pour soutenir tout ça, les acteurs de l'industrie du logiciel augmentent fortement leurs dépenses en capital pour l'infrastructure cloud, donc pour l'acquisition de data centers, et pour l'IA, acquisition de GPU. Donc ça fait le bonheur de Nvidia, entre autres, mais aussi d'autres fabricants de puces pour l'intelligence artificielle. Il faut que les acteurs de l'industrie mettent à disposition de leurs clients en fait la ressource d'intelligence artificielle de manière abstraite, mais cette ressource en fait ça va être de l'infrastructure cloud et derrière des machines avec des processeurs spécialisés pour l'IA, donc les GPU, Graphical Processing Unit. On va aussi avoir une augmentation des forces de vente pour répondre à une demande croissante, et notamment dans l'IA. Donc, on a des dépenses, des recrutements sur le marketing, enfin pas le marketing, mais surtout les ventes qui sont en augmentation. Dans le logiciel, en fait, c'est un coût quand même important, la force de vente, parce que c'est des contrats assez complexes à négocier souvent. Il faut des commerciaux expérimentés, puisqu'en plus le produit qu'on vend est sophistiqué, donc il faut recruter des commerciaux qui ont déjà un certain bagage technique, on va dire, sur le logiciel. On va avoir aussi des dépenses en marketing en augmentation, parce que chaque producteur de logiciels va mettre en avant sa solution avec l'IA, donc ça veut dire des dépenses marketing, surtout en marketing digital, donc ça va faire le bonheur des Google, notamment Amazon aussi, des Adobe, etc., qui
ont des solutions de marketing digital. On va avoir une augmentation des dépenses en recherche et développement pour développer de nouveaux cas d'usage. Donc, on intègre l'IA dans le logiciel, mais il faut bien développer ces nouvelles fonctionnalités, il faut bien réfléchir aux cas d'usage qu'on peut mettre en place. Et donc ça passe par une augmentation de la dépense en recherche et développement. On va avoir un effort de recrutement important, mais pas, donc j'ai déjà mentionné les forces de vente, mais également les ingénieurs, donc les développeurs qu'on va devoir recruter pour mettre en place les fonctionnalités, mais surtout les ingénieurs en apprentissage machine, donc les machine learning engineers, donc qui sont des profils assez rares et coûteux, qui vont pouvoir développer des cas d'usage spécifiques en utilisant des modèles de langage larges ou d'autres types d'IA pour les intégrer dans les solutions. Autre phénomène qu'on a qui est durable dans l'industrie du logiciel, ce sont les fusions-acquisitions. On vient racheter des plus petits concurrents pour intégrer les fonctionnalités dans le logiciel. Donc il y a plusieurs façons de faire les fusions-acquisitions. Soit on fait de l'intégration purement verticale, on intègre la solution qu'on a achetée dans le logiciel existant, ou on fait de l'intégration horizontale. On rachète des logiciels qu'on laisse en autonomie, mais ils contribuent à un portefeuille de logiciels, donc une holding de logiciels, on va dire. On a le cas avec Constellation Software au Canada, qui est réputé pour faire ce genre de fusion-acquisition, et en Europe, c'est Visma, qui fait ce genre de manœuvre. Je vous propose maintenant de passer à la comparaison des différents acteurs sélectionnés. On va d'abord commencer avec la présentation des acteurs que j'ai sélectionnés. Donc j'ai pas fait trop complexe. Je suis allé sur Coefin, j'ai pris secteur du logiciel, industrie du logiciel, et j'ai pris les plus grosses market cap. J'ai pris top 6 pour que ça reste visible. J'aurais pu prendre top 10, j'aurais pu prendre top 5. C'est uniquement un choix arbitraire. Les acteurs sélectionnés, on a Microsoft. Alors, est-ce que c'est du logiciel? Ça se discute. On n'est pas que sur du logiciel avec Microsoft. Maintenant, c'est une holding technologique. Mais le cœur de métier, ça reste le logiciel. On a Oracle Corporation. Initialement, leur cœur de métier, c'était plutôt la base de données, mais ils sont diversifiés dans le logiciel également. SAP, très réputé pour son ERP, Enterprise Resource Planner, du coup, logiciel de gestion d'entreprise plutôt orienté très grosses entreprises. ServiceNow, donc, qui est un acteur important du ticketing pour le support. Salesforce, le spécialiste du CRM, et Adobe, qui est un acteur de logiciels assez diversifié, qui propose plusieurs types de solutions de logiciels. Commençons tout de suite par comparer ces acteurs avec la capitalisation boursière. Ils sont tous en dollars, sauf SAP qui est allemand, mais comme le dollar est proche de l'euro actuellement, on va dire que on est à peu près sur les bonnes ordres de grandeur ici. Donc très loin devant les autres, on a Microsoft, qui est pas vraiment un pure player du logiciel, mais on a 3000 milliards de dollars US en capitalisation boursière, bien sûr, c'est énorme. Nettement plus bas, ensuite on a Oracle, Salesforce, donc qui sont donc Oracle à presque 500 milliards de dollars et Salesforce à 300 milliards de dollars, SAP à 300 millions de dollars à peu près, 300 milliards de dollars à peu près, ServiceNow à 230 milliards de dollars et Adobe à 191 milliards de dollars. Alors là voilà, on donne des chiffres bruts. On va regarder ce que ça veut dire en termes on peut comparer par rapport au chiffre d'affaires. Est-ce que la répartition est respectée? Eh bien on voit que c'est à peu près le cas. Le chiffre d'affaires est trié de la même façon que la capitalisation boursière. Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément un acteur qui est en très forte croissance et qui a pour l'instant un petit chiffre d'affaires mais qui est fortement valorisé grâce à cette forte croissance. Là plutôt c'est respecté, sauf Adobe et ServiceNow, ils sont valorisés à peu près de la même façon, alors que Adobe a un chiffre d'affaires 2 fois plus gros que ServiceNow. Donc ça veut nous dire que, on va le regarder tout de suite, que la croissance de ServiceNow est peut-être plus importante, et c'est bien le cas que les autres. Donc on le voit ici, donc on va masquer la partie revenu chiffre d'affaires, on va continuer à comparer en capitalisation boursière contre la croissance. On voit que l'acteur qui croît le plus vite, c'est aussi le plus petit en termes de chiffre d'affaires en absolu, c'est ServiceNow, qui a quand même une croissance annualisée sur 3 ans de 24%, qui est très au-dessus des autres. Les autres se tiennent entre 14 et
7%, donc SAP c'est celui qui est le plus mature. Le secteur de l'ERP c'est quand même un peu plus mature que d'autres secteurs, comme Oracle qui fait de la base de données, et Adobe qui aussi continue à faire des fusions-acquisitions, qui est assez diversifié. Mais donc voilà, ServiceNow c'est l'acteur le plus qui croît le plus vite, et donc c'est pour ça qu'il est valorisé un peu plus que Adobe, alors que son chiffre d'affaires est 2 fois plus petit. Mais bon, ce qu'on peut noter, c'est une stabilité, quand même une forte croissance sur le début de la période étudiée, mais une stabilité, un ralentissement par la suite, qu'on reste quand même sur des niveaux de croissance qui sont honorables dans le secteur. Ce qu'on peut regarder maintenant, ce sont les taux de marge. Le taux de marge net, pour que ça reste visible, on va comparer que le taux de marge net. Alors ce qui est frappant, c'est que ServiceNow a atteint la rentabilité seulement depuis 2019. Bon, donc ça c'est typique aussi du logiciel. On est sur des acteurs qui font des pertes initialement, mais qui croient tellement vite qu'ils dépassent le seuil de rentabilité ensuite et s'en éloignent très rapidement. On a aussi Salesforce qui n'a atteint que la rentabilité qu'en 2016. Les autres acteurs étaient quand même déjà rentables depuis le début de la période. Donc ce qu'on voit, c'est Microsoft qui a la meilleure marge nette, c'est à 35%, c'est quand même assez élevé. Adobe 25%, Oracle 21%, Salesforce 15%, ServiceNow 13% et SAP 8,25%. Là, l'acteur qui détonne un petit peu, c'est SAP. Donc bon, il y a d'une part le fait qu'il soit coté en Europe, que ce soit une entreprise européenne. Les entreprises européennes ont souvent des marges plus faibles que les entreprises américaines à cause d'une moindre efficience des marchés des capitaux en Europe et d'une moindre efficience aussi fiscale en Europe où la fiscalité est quand même plus élevée qu'aux États-Unis. Mais on voit que il y a clairement Microsoft devant les autres, un challenger Adobe et Oracle, et après on est quand même sur des taux de marge nette qui sont un peu faibles. On va regarder le rendement des fonds propres, et ce qu'on voit c'est qu'il y a peut-être un problème sur le rendement des fonds propres de Oracle, donc on va temporairement écarter Oracle de la sélection, continuer à voir quelque chose. On va se mettre sur 10 ans. Ce qui est intéressant à voir, c'est que donc pareil, SAP a un rendement des fonds propres qui est faible, à 6,5%. Finalement, c'est un peu décevant quand même. Les autres acteurs en rendement des fonds propres qui sont corrects, mais on a clairement Adobe et Microsoft qui sont leaders sur cette métrique, et donc ça leur permet de quand même continuer soit à maintenir la croissance, puisqu'on a une rentabilité très élevée. Donc on peut autofinancer la croissance et avoir de l'excédent de cash pour le rendre aux actionnaires. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Pour ServiceNow et Salesforce, on est un peu limite pour financer la croissance qui reste élevée. Peut-être qu'on va devoir utiliser de la dette pour pouvoir continuer à croître. Et peut-être que du coup, cette rentabilité moindre, ça réduit la possibilité de rendre du cash aux actionnaires. Et SAP, là, c'est quand même, on n'est pas à un niveau qui permet d'autofinancer la croissance. C'est quand même problématique ce niveau de rendement des fonds propres. On va regarder si les acteurs sont endettés. Je vais remettre Oracle dans la sélection. Donc visiblement, les acteurs ne sont pas trop endettés. On a Microsoft qui a quasiment pas de dette, et par contre on a Oracle qui a une dette assez élevée, à 3,7 fois la dette nette sur EBITDA. C'est quand même inquiétant ce niveau d'endettement. Donc là, pour Oracle, il faut creuser la raison de cet endettement. Est-ce que c'est pour faire des acquisitions? Et est-ce qu'on a les free cash flow pour pouvoir rembourser la dette? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le retour à l'actionnaire est impacté par ce fort endettement, puisqu'il faut d'abord payer les créanciers avant de payer les actionnaires. On peut regarder maintenant si l'actionnaire est bien traité dans ce secteur, dans cette industrie. En général, les valorisations sont élevées, ce qui implique un rendement de l'actionnaire qui est un peu faible. Alors, ce qu'on peut noter déjà, c'est que les acteurs américains, en tout cas Microsoft et Oracle, font du rachat d'actions. Donc ça augmente le rendement de l'actionnaire, c'est très bon. On a aussi Adobe qui fait du rachat d'actions. Par contre, ServiceNow fait de la dilution et SAP ne rachète pas ses actions. Il n'y a pas trop de mouvements significatifs sur les rachats d'actions. Alors, quelque chose qu'il faut tenir compte dans le secteur du logiciel, c'est que on paye, en tout cas en début de croissance de l'entreprise, les développeurs avec des stock options ou des actions, ce qu'on appelle des stock-based compensation.
Et donc ça fait partie du modèle inhérent à la rémunération des différents, des parties prenantes des employés de l'entreprise. Et donc ce que ça implique, ces stock options et ces actions, c'est qu'on dilue régulièrement les actionnaires. Quand on arrive dans une phase de maturité un peu plus élevée, on va compenser cette dilution. On va aussi diminuer la dilution, puisque on rémunère les ingénieurs qui étaient au début du projet en action, mais ceux qui sont ensuite recrutés ont moins d'accès au capital, moins d'actions qui leur sont attribuées. Et d'autre part, en plus, quand on arrive en phase de maturité un peu plus élevée, on rachète des actions, donc ça compense la dilution. Au niveau des dividendes, on a seulement Oracle, SAP et Microsoft qui en versent, donc Adobe et Salesforce ne versent pas de dividendes, et ServiceNow non plus. Donc ça, c'est typique aussi des acteurs qui sont encore dans une phase de croissance élevée et qui ont besoin de leur free cash flow pour financer leur croissance. Ce qui nous donne quand même donc des niveaux de dividendes qui sont relativement faibles, entre 0, en gros c'est entre du 1 et du 0,5, donc pas très élevé, et le rendement de l'actionnaire qui peut être plus élevé grâce au rachat d'actions. Par exemple Adobe à 4,20%, mais même Salesforce à 3,3%, donc ça va dépendre des acteurs. Microsoft à 2,10%, c'est aussi quand même correct ce niveau, et après ça devient un peu plus faible, avec SAP avec 1,37, Oracle à 1,28 et ServiceNow à 0,48. On n'est pas sur... alors si on est actionnaire du secteur, des acteurs du secteur, on est sur du très long terme. Donc le rendement de l'actionnaire, il vaut plutôt pas le prendre à la valeur actuelle, qui est peut-être faible, mais projeter cette hausse de rendement de l'actionnaire sur les années suivantes. Et donc cette hausse, elle peut être assez importante. On peut avoir des dividendes spéciaux aussi également. Donc c'est plutôt vraiment un secteur comme il y a de la forte croissance où on se positionne sur le long terme et on va avoir un rendement d'actionnaire qui s'améliore par la suite. Regardons maintenant les valorisations des acteurs du secteur. Alors il y a ServiceNow qui a une valeur d'entreprise sur EBITDA de 112 qui est énorme. Ça c'est typiquement un acteur qui fait encore beaucoup de croissance. Donc c'est énorme en instantané par rapport aux 12 derniers mois, mais peut-être que, comme la croissance est forte, dans 2 ans, dans 3 ans, en fait, cette métrique est très faible, on est peut-être à 15 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc là, pareil, si on rentre sur ce genre de dossier qui est charmant valorisé à l'heure actuelle, il faut quand même creuser pour savoir quelles sont les perspectives de croissance, et est-ce que l'entreprise a de bonnes chances de réaliser les prévisions qu'elle donne, la guidance qu'elle donne, ou que les analystes prévoient pour elle. Donc là, pour ServiceNow, ça va être un peu spécifique comme cas où il va falloir vraiment évaluer la croissance et les perspectives. Pour les autres acteurs, on est sur SAP quand même chèrement valorisé, alors que là on a vu que la rentabilité est pas énorme, ni les marges nettes, donc c'est quand même un peu problématique pour SAP. Salesforce c'est quand même chèrement valorisé également, mais il y a une bonne rentabilité. Oracle commence à être plus raisonnable, et finalement Microsoft à 23,2 n'est pas si chèrement valorisé comparé aux autres acteurs de la sélection. Adobe, qui a un peu plus de croissance que Microsoft, est valorisé un peu moins cher, mais en absolu, on reste quand même sur des niveaux très élevés en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, et ça c'est bien normal parce qu'il y a beaucoup de croissance dans le secteur encore. Ça va être la conclusion de cette analyse. Donc on est sur un secteur qui est en forte croissance, qui continue à investir massivement, et surtout avec les nouvelles technologies que sont l'IA, et continue de développer le cloud. Ces perspectives-là font qu'il y a la demande et de la croissance, donc cette demande, il faut aussi un peu la booster avec des dépenses en marketing. Il faut aussi financer la croissance. Il faut aussi, donc certains acteurs peuvent s'autofinancer puisqu'ils ont une bonne rentabilité, d'autres un peu moins. En tout cas, on ne priorise pas le retour à l'actionnaire dans ce secteur, pas à l'heure actuelle, puisqu'on n'est pas du tout sur une phase de maturité. Les multiples reflètent la forte croissance. Certains acteurs sont quand même plus qualitatifs que d'autres et sont finalement pas si valorisés. Et maintenant, je vais vous donner mon avis sur les acteurs que je préfère dans ce secteur. Eh bien, je prendrai les 2 derniers qui sont chèrement valorisés en absolu, mais en relatif par rapport aux autres ne sont pas trop chèrement valorisés. Donc Microsoft à 23,2 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, et Adobe on l'a vu, donc c'était à peu près à 22. Et surtout que Adobe est quand même pas si mal. Si on regarde sa croissance, on est sur du 11% en croissance annualisée sur 3 ans. Ça reste honorable. Le multiple est pas si élevé que ça. On n'a pas de dividendes, mais on a un peu de rachat d'actions, donc ça nous donne quand même un peu de rendement de l'actionnaire qui s'établit à 4,18%, si c'est bien calculé par Coifin. Donc, conclusion,
de cette revue sectorielle, mon acteur préféré, ça serait Adobe. Et si cette analyse vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.